Au début, je lirai mon texte. Ce sont des considérations préliminaires. Je lis le texte parce que je dois peser mes mots. Je ne dois pas raconter n'importe quoi. Après, on verra. La région centra-asiatique est actuellement ce que serait la France si, depuis un millénaire, les Capétiens, les Valois et autres Bourbons ne s'étaient efforcés de subjuguer les peuples locaux, de les remettre à leur juste place et de les unir par la religion, la langue, la législation, l'économie, et surtout, d'abord, par la fidélité à la personne royale, puis à la patrie une et indivisible, double fidélité source d'une volonté de défense. L'Europe est dans une situation intermédiaire, presque sans défense et sans profonde unité. Elle forme cependant un ensemble surtout culturel assez cohérent qui, dans l'adversité, pourrait lui permettre de se maintenir face aux superpuissances avérées ou montantes et d'attendre, en position marginale, vous verrez quelle est cette position, des jours meilleurs. L'Asie centrale, quant à elle, incapable de se rassembler par manque d'éléments fédérateurs et qui, à l'inconvénient d'être au centre des mondes, est promise à une guerre de partition ou, tout du moins, à végéter dans l'attente d'une hégémonie provisoire qui pourrait être celle de la Chine. Dans le désert et la source, j'effectue une comparaison qu'on peut qualifier d'acrobatique entre l'Europe et l'Asie centrale. Je veux ainsi signaler à nous, Européens, à partir de l'exemple centra-asiatique, les dangers de l'inconscience, de la division, de la guerre civile fomentée de l'extérieur. Je le fais à un moment où nous pouvons encore nourrir quelques espoirs, du fait de, d'abord, la position marginale de l'Europe, déjà citée. Deuxièmement, la sauvegarde partielle d'un véritable potentiel de défense, avec notamment l'existence en Europe d'une force de frappe atomique française, maintenant seule depuis que les Anglais ont pris le large, qui de facto dote l'Europe d'une dissuasion nucléaire. Enfin, le retour de la Russie dans le bercail européen qui me paraît possible, si difficile soit-il, à plus ou moins long terme. L'actuelle collision sino-russe ne peut en effet se maintenir longtemps face aux immenses problèmes de voisinage des deux superpuissances en Sibérie et en Asie centrale. Enfin et surtout, du fait du recours à une force qui n'a pas encore donné et qui chez nous est en plein essor, l'éveil de la condition féminine. Les femmes ont beaucoup à apporter par l'adresse, la douceur, la patience, la modération, et je dirais même la fascination qu'elles exercent dans un univers masculin en pleine déroute. Voilà, vous voyez, je n'ai pas mâché mes mots. Donc, je commence le commentaire du diaporama dont vous avez quelques plans entre vos mains. Je commence par une présentation sommaire du désert et la source, ensuite la cible des grandes puissances est l'un de leurs enjeux, l'Asie centrale élargie. Troisièmement, prise en compte globale de l'Asie centrale par chaque superpuissance et l'islam. Le théâtre d'action, l'île mondiale. Et puis, différents types d'actions par grande puissance, avec différentes puissances. Au total, j'en compte 9, y compris l'islam, qui en est une,
qui en est une. Alors, le titre, il est un peu déroutant. Le titre, je l'ai pris à Saint-Exupéry. Ce qui ennoblit le désert, c'est que quelque part, il cache un puits. À propos d'un désert centra-asiatique, je remplacerai puits par source, parce qu'en désert centra-asiatique, il y a beaucoup plus de sources que de puits, peut-être par paresse tout simplement. Ce titre sibyllin veut mettre en opposition l'immanence, le terre-à-terre, et à l'opposé, la transcendance. Autrement dit, le concret, le terre-à-terre, et l'au-delà. Dans le désert, on passe son temps à chercher une source, tellement elle est nécessaire. Alors, la source, transcendance que voici, avec une kirghize, et petit commentaire, le chiffon rouge, c'est un vœu pour avoir une fille, et les chiffons blancs sont les vœux pour avoir un garçon, sans commentaire. Envolé d'un minaret. Ce minaret est une merveille, il est au classement de l'UNESCO. Il a été construit au XIIe siècle, à l'époque c'était le plus haut minaret du monde. Il était au centre d'une capitale d'été des sultans ghorides, en pleine montagne à l'ouest de l'Afghanistan, dans un endroit complètement paumé. Mais à l'époque, ça n'était pas paumé. Et malheureusement, les Mongols sont survenus. Et les Mongols, comme ils le font parfois, détruisent tout, à l'exception d'un monument, pour montrer la valeur de ce qu'ils ont détruit. C'est tout simplement pour montrer la valeur de ce qu'ils ont détruit. Alors quand vous voyez ce minaret de Jam, intact, d'une solidité à toute épreuve, superbe d'harmonie, de grandeur, 63 mètres à l'époque, vous imaginez. Il se trouve que ce minaret, je l'ai découvert, non pas sur place, mais en étudiant. Ce minaret porte un bandeau koufique, vous le voyez là, de couleur turquoise, et ce minaret se rapporte à la sourate, à la 19e sourate. Et la 19e sourate, c'est la sourate de Myriam, la mère du prophète Jésus. Et j'ai vu aussitôt une possibilité de rencontre, il n'y en a pas beaucoup, entre l'islam et le christianisme. Chez les soufis, ces musulmans qui sont vraiment haïs par les salafistes, par tous les gens de l'islam qui sont défenseurs d'un rigorisme, les soufis respectent tout particulièrement le personnage de Marie. Et quand vous lisez la 19e sourate, vous voyez que le prophète aussi la respectait profondément. J'ai donc dédicacé le livre non seulement à la Vierge Marie, mais aussi à Myriam, mère du prophète Jésus, seul et même personnage. Le livre m'a été commandé par le CERF, CERF, en 2015, commandé. Il a représenté 3 ans et plus de travail. J'ai essayé d'effectuer un travail pédagogique pour que le livre suscite l'intérêt et ne se noie pas dans des détails abscons. J'y compare, sans trop le dire, une Europe à 27 à une Asie centrale élargie. L'Europe à 27, c'est 4 250 000 km², 448 millions d'habitants. L'Asie centrale élargie au Xinjiang et à l'Afghanistan, parce que ces deux pays prolongent
l'Asie centrale qui est entre eux. L'Asie centrale élargie fait 6 316 000 km², beaucoup plus donc que l'Europe, mais avec seulement 130 millions d'habitants. Il y a 5 États issus de l'URSS, les stans, plus un autre stan, l'Afghanistan, plus le Xinjiang, nouvelle frontière en chinois, que l'on appelle aussi Turkestan oriental. L'Asie centrale elle-même, soviétique, étant le Turkestan occidental. Pourquoi cet élargissement ? L'Afghanistan et encore plus le Xinjiang ou Turkestan oriental font partie de l'Asie centrale. Ils sont aussi deux terribles menaces pour son destin. Nous allons très rapidement survoler cette carte. Au centre, vous avez l'Ouzbékistan, c'est la clavette qui tient l'Asie centrale. C'est le pays le plus enclavé au monde, parce que pour y arriver, il faut passer jusqu'à une mer libre par au moins 2 États, Turkménistan, Iran, pour aboutir au Golfe Persique et de là à la mer d'Oman. L'Ouzbékistan est un peu plus petit que la France. Il est peuplé de 33 millions d'Ouzbeks. Alors les Ouzbeks, c'est tout un ensemble de populations, les envahisseurs, qui ont chacun a laissé des restes, et l'amalgame s'est effectué en Ouzbékistan. C'est une population qui a tous les traits des nomades et des sédentaires, mais c'est une population devenue sédentaire, avec toutes les caractéristiques. Ensuite, un immense pays, le Kazakhstan. C'est le pays nomade par excellence, immense, 5 fois la France, avec seulement une population de 18 millions d'habitants. Donc un contraste absolu avec l'Ouzbékistan. Et c'est les 2 pays pilotes de l'Asie centrale. En France, c'était l'Allemagne, en Europe, c'était l'Allemagne et la France. On est arrivé à s'entendre, mais en Asie centrale, obtenir une entente entre le Kazakhstan de type nomade et l'Ouzbékistan de civilisation sédentaire, c'est extrêmement difficile. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons de la stagnation de l'Asie centrale, le fait qu'elle n'ait pas créé comme l'Europe des ensembles, je ne dirais pas fédérés, mais au moins confédérés. Troisième, en importance, le Xinjiang, une province chinoise. C'est ce que les Chinois ont gardé après la bataille de Talas, le Poitiers d'Asie centrale. Sauf que la bataille de Poitiers en Asie centrale a été gagnée par les Centra-Asiatiques. Et les Chinois se sont repliés. Par les Centra-Asiatiques musulmans, et les Chinois se sont repliés. Ils ont gardé le Xinjiang. C'est quand même 1 800 000 km², c'est 3 fois la France, et c'est la région la plus caractéristique de l'Asie centrale, la région la plus sèche, la région avec le maximum de monuments. C'est une merveille, le Xinjiang. Une merveille, c'est la région qui m'a le plus frappé en Asie centrale, et dommage que les Chinois, par beaucoup de côtés, l'ont gâché et continuent à la gâcher. Pour ceux qui ont connu Kashgar d'avant et le Kashgar d'aujourd'hui, ils voient ce que je veux dire. Le bazar de Kashgar, ce qu'il était, le bazar de Kashgar, revu par les Chinois aujourd'hui, une horreur. Après cela, la pièce rapportée de l'Afghanistan, un peu plus grand que la France, mais peuplé de 35, on ne sait pas si c'est 33 ou 35. Il n'y a jamais eu de véritable recensement et il n'est pas prêt d'en avoir un encore. Pauvre Afghanistan, c'est le pays contact avec la péninsule indienne
c'est l'imbroglio par excellence. Vous verrez la complexité ethnique. Dominer cet État, c'est extrêmement difficile. Les envahisseurs s'y sont cassés les dents et les Américains commencent à comprendre dans quelle galère ils se sont engagés. De ce côté-là, Trump a raison de vouloir partir. C'est la meilleure chose à faire. Et il y a d'autres exemples avant lui. Et puis maintenant, des petites garnitures, le Turkménistan. C'est le désert du Karakoum et ses garnitures tout autour. Mais c'est un émirat gazier, un énorme potentiel en gaz. C'est le 3e pays pour le gaz au monde, après donc la Russie et le Qatar. Un potentiel de richesse énorme. Mais les Chinois ont installé des gazoducs qui mènent le gaz chez eux. Ils le font payer actuellement aux Turkmènes et cela met les Turkmènes en très mauvaise situation. Les Chinois s'entendent pour exploiter les richesses locales et les Centra-Asiatiques commencent à s'en apercevoir, heureusement. Kirghizistan, Tadjikistan, le Kirghizistan un peu plus grand, c'est 1/3 de la France, un pays magnifique, pays de montagne, pays extrêmement attachant, pays pour les cavaliers, pays pour ceux qui aiment vraiment les jolies femmes et les respectent. C'est un pays merveilleux. Et je pense que tous ceux qui l'ont vu sont d'accord avec moi. Le Tadjikistan, absolument superbe avec son Pamir, qui représente la moitié du pays, qui est à peine peuplé, et peuplé par les Pamiris, qui sont des Indo-Iraniens et des Indo-Européens types, avec une partie des Pamiris qui ont vraiment le type scandinave. Je ne pourrais vous montrer de photos, il y a trop de choses à vous montrer. Voilà en ce qui concerne le Tadjikistan, qui, de l'autre côté, le côté donc tadjik, à proprement parler, est une horrible dictature, mais le dictateur en question est respecté parce qu'il est parvenu à sortir son pays d'une terrible guerre civile. Le genre de guerre civile que je voudrais voir la France éviter. Je vous signale quand même que les chefs d'État d'Asie centrale sont parvenus à se réunir une deuxième fois. La première fois, c'était en 2018, au Kazakhstan. Et ce coup-ci, ça vient de se produire, c'est en Ouzbékistan. Et ils n'ont abouti à rien de particulier, mais par le fait même qu'ils aient voulu se rencontrer et qu'ils soient parvenus à se rencontrer, c'est un atout extraordinaire, nouveau, pour l'avenir de cette région. Pourra-t-elle se fédérer ? Non. Se confédérer ? Peut-être, mais il faudra qu'il fasse vite. Je ne parlerai de l'Union européenne, que vous êtes censés connaître, qu'au moment des comparaisons. En revanche, l'Asie centrale, si mal connue, fera l'objet de tous mes développements. Si mal connue, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. J'ai des Français cultivés, vraiment cultivés, qui m'ont demandé quelle était l'origine du Saint-Marcande. Et s'il y avait un pèlerinage à Saint-Marcande. Bien sûr, c'est Samarcande revu et modifié. Alors, j'aborde maintenant la cible des grandes puissances et l'un de leurs enjeux, c'est-à-dire l'Asie centrale élargie, que je vous ai présenté. Je rajoute dans ma présentation le Pakistan. Pour près de la moitié de son territoire, il participe de la réalité centra-asiatique.
et pour le reste de la réalité indienne avec le problème du Cachemire et la bombe islamique. Et je signale tout le côté ambigu de l'Inde, parce que l'Inde a quand même la 3e population musulmane au monde, à l'intérieur de son territoire. Il y a plus de musulmans en Inde qu'au Pakistan. C'est des choses à savoir. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que le phénomène arabe dans le monde musulman est tout à fait minoritaire. C'est là qu'a lieu le Hajj, c'est là que Mahomet est intervenu, mais c'est un phénomène minoritaire chez les musulmans, 20% seulement de l'ensemble musulman. L'islam, première religion mondiale maintenant. À partir de 2008, Rome en particulier a admis que l'islam devenait la première religion par les effectifs au monde. Après cette présentation locale, je vous fais une présentation globale de l'île mondiale. L'île mondiale où les géopoliticiens voyaient le pivot de l'histoire du monde dans le Heartland. Mais le Heartland est aussi accompagné par le Rimland. Le Rimland, c'est-à-dire la bordure en anglais, ça va depuis l'Europe jusqu'à justement la Chine maritime, et ça remonte vers la province maritime, tout du long. Et c'est dans ce Rimland que se produisent les conflits entre la puissance maritime et la puissance et les puissances continentales. Tout se passe au niveau du Rimland, au moins au début. Et actuellement, c'est en pleine action. Alors, bien percevoir dès maintenant que les États-Unis ne sont pas une superpuissance, ils sont une hyperpuissance. Avec leur flotte, avec la possibilité qu'offrent les océans de se faufiler partout, ils contrôlent le monde. Ils ont des porte-avions qui sont de véritables bases mobiles qui peuvent intervenir avec une très grande puissance. Et cette puissance maritime domine le Rimland, mais il y a quand même un immense espace qui échappe à l'hyperpuissance. L'hyperpuissance, c'est la puissance qui domine le monde entier, qui veut dominer le monde entier. Mais il y a au milieu de l'île mondiale toute une zone qui monte au nord du Kazakhstan, en Russie, en Mongolie, la Chine intérieure, même une partie de la Russie européenne, qui est complètement inaccessible pour les flottes de l'hyperpuissance. Vous me direz que les Américains ont bien sûr des missiles intercontinentaux, mais si on utilise ces missiles intercontinentaux, on franchit un seuil de l'échelle nucléaire, de la progression nucléaire, qui peut être inadmissible, et ça représente un risque qu'il vaut mieux ne pas prendre. Donc, de l'importance pour les Américains d'avoir un point qui leur permettrait de contrôler cette zone noire à l'intérieur des puissances continentales que leurs missiles de croisière, leurs missiles à bord des porte-avions ne peut pas être atteinte par ces missiles. C'est important à comprendre, et cela donne tout l'intérêt de l'Afghanistan. L'Afghanistan, vous le verrez, je le compare à un bastion. Il est de cette zone de Bagram, par exemple, on peut écouter et on peut aussi larguer des missiles vers cette zone intérieure.
inaccessible. C'est très important de prendre en compte ce phénomène. Trump s'en fiche. Lui, ce qui compte, c'est sa réélection, l'an prochain. Mais ces maréchaux, ces généraux, eux ne s'en fichent pas du tout. Et sont quand même arrivés par la persuasion à lui demander d'aller doucement dans son évolution. C'est sûr qu'il arrivera, il veut tellement quitter l'Afghanistan, il y en a tellement aussi qui désirent le quitter, que les généraux mettront de l'eau dans leur vin. Pourvu qu'ils gardent une base, deux si possible, pourvu qu'ils gardent une base, si les talibans consentent à donner une base, à ce moment-là, l'affaire est réglée. Et je pense qu'on devrait y arriver. Parce que les talibans aussi, ils en ont vraiment assez de cette guerre. Parce qu'ils perdent énormément de gens. Et ces gens, c'est l'élite de leur mouvement. Ce sont tous les chefs qui sont repérés, visés par les missiles, les drones, et finalement disparaissent les uns après les autres. Et la relève n'est pas des meilleures. Alors vous avez quand même actuellement sur le Rhineland des confrontations en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en mer de Chine, et aussi je dirais pas une confrontation, mais une concurrence cachée en Asie centrale élargie. Alors, une chose que vous ne savez pas probablement, c'est que l'Union européenne a une frontière de plus de 2000 km avec la Chine. Qui peut deviner comment? Comment? Oui? Par la France, par exemple. Par? La France, peut-être, ou enfin les territoires d'outre-mer. Ouais. Vous êtes un peu sur la voie, mais c'est pas la France. La Polynésie? Hein? Pas par la Polynésie? Non, je me suis mal fait comprendre. En quoi l'Union européenne a-t-elle une frontière avec la Chine? Oui, par la Russie. Par la Russie, et cette frontière, mais l'Europe ne fait pas partie, et la Russie ne fait pas partie de l'Europe. Mais c'est quand même par la Russie que l'Europe est parvenue à avoir cette frontière avec la Chine. Parce que l'Europe a hérité, l'Asie centrale a hérité de l'Union soviétique, donc son indépendance, et l'Asie centrale faisait partie du potentiel, faisait partie de l'ensemble, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. En temps, l'URSS faisait partie donc de cet ensemble, et lorsque l'URSS a disparu, en 1992, à Prague, il y a eu une réunion pour décider si l'Asie centrale allait faire partie de l'OSCE ou non. Les uns disaient, elle est asiatique, elle n'a rien à voir avec nous, mais finalement, la raison a prévalu, et l'Asie centrale fait partie de l'OSCE. Dans chaque capitale de l'Asie centrale, il y a une représentation de l'OSCE qui n'a pas le rang d'ambassade, mais beaucoup plus grande qu'une ambassade. Par exemple, à Bichkek, l'ambassade de France, c'est un appartement qui est grand comme 1,5 fois cette pièce, vous voyez. Il y a l'ambassadeur et son radio, ou son secrétaire. C'est tout. Voilà l'ambassade de France. Tandis que la représentation de l'OSCE, c'est 3 bâtiments. Et il doit y avoir quelque chose comme une trentaine, une quarantaine de fonctionnaires de haut rang. Voilà.
toute la différence d'échelle qui s'est installée entre les nations, prises une à une, les nations individuelles, et puis les grands ensembles. Alors, je vais vous montrer maintenant quelque chose qui est frappant, l'entourage de l'Asie centrale. Regardez-le. C'est un entourage entièrement nucléaire, puisque l'Iran est un candidat sérieux à l'arme nucléaire. Vous voyez, tout ce qui est rouge correspond à des forces nucléaires, à des pays nucléaires. Le plus dangereux là-dedans, c'est le Pakistan. Je pense que le Pakistan, qui a d'ailleurs des sous-marins français dans sa version océanique, les sous-marins Agosta, je crois, le Pakistan est doté de la bombe dite islamique, parce que l'Arabie saoudite aurait financé la construction de cette bombe. En fait, a financé la construction de cette bombe. Et c'est un danger que cette capacité nucléaire du Pakistan, doublée de celle de l'Inde. Quand il y a un problème entre les deux, comme le Cachemire, on peut dire qu'une guerre nucléaire pourrait naître là. Et ce serait d'autant plus dangereux que ces gens-là ont une autre conception de la sécurité que nous. Ils sont beaucoup plus... Leurs seuils sont beaucoup plus élevés que les nôtres. Et à partir du moment où on rentre dans une confrontation nucléaire entre deux de ces pays, les chances de voir apparaître, les risques de voir apparaître le conflit sont plus grandes, parce que ces pays ont un sens de la sécurité qui est inférieur au nôtre, et donc peuvent appuyer sur le bouton beaucoup plus volontiers que nous. Alors maintenant, je passe au pays par pays, à commencer à tout seigneur, tout honneur, la Chine, qui est de loin le premier colonisateur de la région, et bien sûr, oui, il faut tenir compte aussi de cela, la Chine sera juste après. Vous avez ici représenté, avec une base économique surtout, mais aussi culturelle, la façon dont l'entourage de l'Asie centrale, élargi, est intervenu depuis que l'Asie centrale est apparue, c'est-à-dire depuis 1990. La Chine, comme vous le voyez en rouge, a la part du lion. Les Américains interviennent par leur flotte dans l'océan Indien, mais aussi par la mer Noire et par la Géorgie qui leur est dévouée. La Géorgie est prolongée par l'Azerbaïdjan, ce qui fait que l'Afghanistan est, sur le plan logistique, approvisionné par un circuit qui passe à travers le Caucase, de la Géorgie à l'Azerbaïdjan, ensuite qui remonte ici vers le Kazakhstan. Le Turkménistan ne veut pas qu'il y ait de transit américain à cause de sa neutralité. Ensuite, par chemin de fer, il y a contournement de l'Ouzbékistan et entrée dans l'Ouzbékistan pour aboutir à l'Afghanistan par le pont de l'Amitié et ensuite à Mazar-i-Sharif, où se trouvent les arrivages logistiques de l'expédition. Alors tout peut se faire aussi par le Pakistan, bien sûr, mais il y a des obstacles, il y a des moments où les Pakistanais ferment les vannes, ferment l'ouverture, et il doit y avoir cette possibilité de contournement que je viens de vous décrire. Alors voilà justement une carte magnifique où on voit toute la minutie des Chinois qui appliquent d'ailleurs
la théorie des nationalités mise au point par Staline dans les années 20. Vous avez donc sur ce territoire à la fois une écriture indo-européenne, une écriture latine, et puis vous avez une écriture mongole, une écriture arabe et une écriture chinoise. Rien que ça pour le petit Xinjiang. Et vous avez donc cette carte avec les différentes nationalités. Vous avez des Mongols, vous avez des Turcs ouïghours, des Turcs khazars, des Turcs kirghizes. C'est le pays des Turcs, le Turkestan oriental. Mais il y a aussi, en dehors des Turcs, les Mongols, il y a les Chinois Han, qui maintenant sont 12 millions au Xinjiang, ce qui fait que les Chinois représentent actuellement la minorité la plus importante en Asie centrale. Les Russes étaient 12 millions quand leur pouvoir a disparu. Et les Russes maintenant ne sont plus que 5 millions. Tandis que les Chinois ont eu l'évolution absolument inverse. Les Chinois sont passés à 12 millions et sont de loin la première minorité étrangère à l'Asie centrale. Les Chinois Han, qui ont d'ailleurs des représentants depuis très longtemps, Han en Asie centrale, qui avaient fui l'Asie centrale parce qu'ils étaient musulmans et que les musulmans étaient déjà persécutés en Asie centrale par les Chinois. Alors, ce Xinjiang, c'est vraiment la plaque tournante, le hub des routes de la soie. Les routes de la soie partent soit de Kashgar, qui est en haut, de Kashgar qui est ici, ou d'Urumqi qui est là-haut. Il y en a une qui remonte comme ceci, elle est déjà en œuvre, et il y en a une à partir de Kashgar qui est en cours de mise en place à travers le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, et vous avez une rocade qui part ici à travers le Pakistan pour rejoindre le port de Gwadar sur le golfe Persique. On en reparlera, c'est une voie stratégique de toute première importance. Alors le fait pour les Américains d'être présents en Afghanistan leur donne des capacités de destruction et de contrôle sur les routes de la soie qu'ils n'auraient pas s'ils ne contrôlaient pas l'Afghanistan. Alors voilà, c'est la pagode du lac du Croissant de Lune. Au milieu des dunes, donc la sécheresse totale, et en même temps quand même l'empreinte chinoise, vous voyez. Xinjiang, c'est un mot chinois, la nouvelle frontière. Les Chinois sont présents au Xinjiang, on ne peut pas parler de colonisateurs, parce qu'ils sont présents au Xinjiang depuis le 9e siècle. Et ils étaient déjà présents avant le 9e siècle, mais d'une autre façon. Et ils ont la main dure, on le sait déjà, bon, ils sont bien sympathiques les Chinois, hein. Les marchands chinois, efficaces, gentils, polis, raffinés parfois. C'est très sympa un Chinois, mais ils ont vraiment la main dure et toutes les brutes se retrouvent dans l'armée chinoise. En tant que militaire, j'ai vu la façon dont ils traitaient leurs soldats. Nos soldats à nous ne supporteraient pas d'être traités de cette façon. Là, la famille s'était réfugiée. Il y avait un patio, j'y étais allé, c'était joli, il y avait un petit jet d'eau. Je suis retourné 2 ans après, et les bulldozers étaient passés. La famille s'était repliée dans ce qui restait de la maison au fond, et il y avait un petit îlot d'art de vivre qui avait disparu. Il n'y avait plus que quelques restes que vous avez là. Et voici les routes de la soie, chères aux Chinois.
depuis 2013. Et déjà, il y a eu beaucoup de créations. Et vous allez avoir une troisième présentation des routes de la soie qui aura lieu à l'UNESCO dans une semaine à peu près, dans 2 semaines. Et les Chinois sont tout miel, tout gentils pour expliquer ce à quoi correspondent les routes de la soie. Il y a la version maritime, il y a la version terrestre. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'ils investissent énormément dans la version terrestre. Dans la version maritime, tout est déjà en place. Vous avez des porte-conteneurs qui partent, les ports sont là. Ils ont investi beaucoup, mais maintenant ils n'investissent plus. Maintenant ils n'investissent plus que pour le belt, c'est-à-dire la route terrestre. Le road, c'est la route maritime. La route maritime, ils n'investissent plus. Et pourtant, la route maritime, par rapport à la route terrestre, quel est le pourcentage? Allez. Que représente le pourcentage de la route maritime par rapport à la route terrestre? 90%. Combien? 95. Il y a eu 90%, mais en termes de quoi? 90%, plus 98%. La route maritime, 98%, c'est évident. Vous avez des porte-conteneurs qui font 22 000 conteneurs. D'ailleurs, il y a pas mal de ces énormes bateaux qui sont français. Nous sommes une puissance maritime commerciale, la France. Et 22 000 conteneurs à bord. Tandis qu'un train qui fait la route, qui est obligé de changer d'écartement de roue, ça va lentement parce que les rails ne sont pas encore au point. On met 14 jours pour faire le circuit, depuis les ports chinois jusqu'aux ports européens. 14 jours et même plus. Et les trains ne peuvent emporter derrière eux, les locomotives, les motrices, pas plus de 50-60 conteneurs. Alors qu'un bateau de porte-conteneurs, il en emporte 22 000 d'un coup. Vous voyez la disproportion. Alors quand on explique ça aux Chinois, ils sont quand même bien embêtés. En fait, les Chinois investissent dans le belt pour d'autres raisons que commerciales. C'est pour, disons-le, contrôler les pays qu'ils traversent. Les contrôler commercialement, financièrement, ils font des travaux qui leur rapportent, ça fait marcher leur industrie, notamment l'industrie l'industrie lourde, de la construction. Tout ça, c'est très avantageux pour eux. Et puis, vous avez aussi d'autres aspects du road, du belt, c'est les aspects cybernétiques, ce sont les aspects informatiques. Et les Chinois insistent là-dessus. Ils sont doués pour ça. Huawei fonctionne admirablement. J'ai Huawei, moi je réside au Kyrgyzstan, et Huawei fonctionne mieux que ce que nous avons en France, nettement. Donc, ne pas les sous-estimer dans ces domaines de pointe. Il y a quand même un très grave problème au Xinjiang, c'est que, et ça ne pourra pas être résolu par les routes de la soie. Vous avez au Xinjiang beaucoup de gens qui sont des collabos, des Ouïghours qui soutiennent la puissance chinoise, qui sont des chauffeurs de camions, etc. Ils y trouvent leur intérêt, ils disent, les Chinois, ils sont là depuis avant nous, parce que les Turcs sont arrivés après les Chinois en Asie centrale. Et les collabos prétextent de ça en disant, les Chinois, ils sont chez eux. Mais vous avez quand même une forte résistance au nom de l'islam, au nom du particularisme turc, et il y a des évaluations qui disent qu'il y a 1 million de détenus. 1 million, ça me paraît énorme quand même.
pour les loger, pour les nourrir, pour les faire travailler. C'est vraiment une organisation lourde, même pour les Chinois. Donc moi j'évalue à 700 000, 800 000 peut-être. Mais il y a quand même 800 000 prisonniers. Et c'est peut-être de meilleure présentation que le goulag russe, mais c'est quand même une sorte de goulag avec des raffinements que le goulag soviétique n'avait pas. Alors à propos du Xinjiang, il y a également une réussite de la résistance. C'est que, là encore, on arrive sur une femme. Alors c'est une toute petite bonne femme, hein. Elle est toute petite, elle fait 1m56, vous voyez. Toute petite, elle est frêle, mais elle a un caractère qu'elle a montré toute sa vie, elle a maintenant 70 et quelques, qu'elle a montré toute sa vie. Et les Chinois se sont cassés sur elle. C'est un peu comme un océan qui se déverse, vous voyez, contre un phare. Les vagues passent et le phare reste. Eh bien, Rebia Kader, elle est restée. Elle a fait 8 ans de prison. Elle a tenu pendant ces 8 ans, et au bout de 8 ans, les Chinois l'ont relâchée, alors qu'ils savaient qu'il ne fallait surtout pas la relâcher. Ils l'ont relâchée pour bonne conduite. Ils ont été séduits par la résistance de cette femme. Et effectivement, elle rayonne. C'est une simple ouvrière, hein. Elle est née au nord. Elle est née au nord donc du Xinjiang, dans la région proche de l'Union soviétique. Elle s'est mariée, elle a eu 8 enfants. Elle a eu 8 enfants. Alors les Chinois récupéraient ses enfants quand elle était en prison, disaient qu'ils subissaient des mauvais traitements. Elle tenait quand même. Elle est arrivée, elle s'est mariée, elle est arrivée à faire partir ses enfants à l'étranger, une partie. Actuellement, sur ces 8 enfants, elle en a 11 ou 12 maintenant. Mais il y en a 5 qui sont restés chez les Chinois. Et elle ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Et actuellement, du coup, elle est beaucoup moins militante. Elle est beaucoup moins militante, mais c'est vraiment le genre de femme dont l'Afghanistan aurait besoin pour mettre au point une résistance face aux talibans. Parce que, avec une Rebia Kader, les talibans, ils se casseront les dents aussi, hein, à moins de la tuer. Mais à ce moment-là, il y a des conséquences. Alors maintenant, je vais aller un peu plus vite, la Russie, à la fois si proche et si lointaine. Lointaine, regardez-moi cette photo. C'est Poutine en train de se baigner en janvier dans la Volga. Donc il suffit d'avoir un entraînement, donc les Russes l'ont, il faut s'enduire de graisse, il y a des trucs qui font que finalement, c'est spectaculaire, mais c'est tout à fait supportable. Mais ce qui est curieux, c'est la présence byzantine, la présence orthodoxe à l'arrière-plan. Vous imaginez Macron qui serait en train de se baigner avec l'Église catholique déployant des bannières derrière lui. Mais voilà, la Russie où elle en est, c'est complètement différent de nous. Et en même temps, ils sont très proches. Ma femme est russe et leur conception de la littérature, de la poésie russe, d'ailleurs les poètes russes bien souvent parlaient le français, la poésie russe est extrêmement proche de la nôtre. C'est une poésie que nous partageons en commun. Avec des rudiments de russe, on arrive à apprécier au plus profond la poésie russe. Ce qui n'arriverait pas avec l'anglais ou avec l'américain, qui ont aussi une poésie, mais très étrangère à la nôtre. Et ceci fait que la Russie a beaucoup d'atomes crochus avec nous. Les Russes le ressentent. Et nous le ressentons aussi. La France en particulier. Par contre, les Allemands, là, les Russes ont un recul. Hein.
très net, très net. Les Allemands sont trop organisés, trop froids pour eux, trop systématiques. Tandis que le Russe, il y a un certain sens de l'humour, il y a une façon d'être qui est proche de nous. Et pour les Kirghizes, c'est pareil. Les Kirghizes sont proches des Russes et les apprécient beaucoup. Et ils se sentent proches de nous, les Kirghizes, parce qu'on a en commun cet humour, on a cette façon de prendre les choses un peu fantaisiste, mais qui aussi a sa raison d'être. Ça nous permet de supporter le monde tel qu'il est. Alors la Russie, c'est aussi la puissance pauvre. C'est une puissance militaire et il est étonnant de voir les résultats que la Russie obtient sur le plan stratégique avec seulement un PIB à sa disposition qui est celui de l'Espagne. Le PIB russe est égal à celui de l'Espagne. Et avec ce PIB, vous voyez tout ce que la Russie peut faire dans le monde, comme expédition, comme mise à jour de ses armements. Ça signifie qu'elle obtient cela, Poutine obtient cela, parce que les salaires donnés à l'armée, les salaires donnés aux ingénieurs sont extrêmement inférieurs à ceux que nous sommes obligés de consentir. Et c'est comme ça que la Russie tient, avec donc son potentiel énergétique qu'elle vend bien et qui lui assure une manne régulière, et avec les sacrifices de son peuple. Et puis, bien sûr, un président dont tout le monde s'entend pour penser qu'il est le meilleur homme d'État au monde sur le plan de l'adresse, de la compétence géopolitique. Tout ceci, c'est un énorme atout pour la Russie. Alors maintenant, je vais vous faire deux récits, je vais vous faire une démonstration de tout ce qui, c'est important, de tout ce qu'a pu faire le pouvoir soviétique pour essayer de contrôler l'Asie centrale. Il y est arrivé. Par contre, en Afghanistan, il n'a pas eu le temps. L'Odob, la tradition de l'Asie centrale, a été prise en compte par les soviétiques et dominée par les soviétiques. Mais par contre, le Pashtunwali, lui, n'a pas été dominé. Et c'est tout le problème actuellement de l'Afghanistan. La puissance pauvre. Vous avez ces enfants abandonnés dans une rue d'une capitale d'Asie centrale. Les parents sont partis, les gosses sont restés, et ma foi, ils s'adonnent à la drogue. Et moi, je les avais confiés, il faisait -10 à peu près cette nuit-là, hein, à Bishkek. Ouais, vous savez que c'est à Bishkek. Je les ai confiés à un Américain qui s'occupait des enfants comme ça. C'était un Américain, du Peace Corps. Il y a aussi de bons Américains. Et là, vous avez le drapeau russe, hein, rouge, bleu, blanc. Vous êtes sur l'Issyk-Kul. Et je vous montre ceci pour que, pendant que je vous raconte c'est pas une anecdote, hein, c'est une histoire terrible, vous ayez peut-être autre chose à voir que les représentations que je fais. Ça se passe dans les montagnes en face. Là-haut. J'avais fait la connaissance d'un Aksakal, c'est-à-dire une barbe blanche, qui m'a raconté son odyssée familiale. Et il me disait que son grand-père, là ça remontait à l'époque, donc aux années 20 et aux années 30, son grand-père entendait toujours sa mère lui dire « Si tu savais ce que j'ai fait pour toi quand tu étais petit, tu serais gentil avec moi, tu ne peux pas t'imaginer à quel point. » Et c'est seulement sur son lit de mort qu'elle a consenti à lui dire ce qu'elle avait fait. Le père de cet Aksakal s'était marié à une fille kirghize d'un village d'à côté, à 20 km. Il l'avait enlevée, avec son accord,
Quelquefois on enlève sans l'accord, mais quelquefois avec l'accord. Il y a toute une organisation dans les enlèvements. Et là, la fille avait été enlevée avec l'accord, avec son accord. Et voilà qu'il est accepté, il paye le kalim, c'est-à-dire la dot, et finalement il est accepté dans le village. Mais la guerre civile intervient et lui est récupéré par les Rouges. Et dans le village, à cause de la propriété privée que l'on souhaite, on n'aime pas les Rouges. Donc on dit au gars, toi tu pars, hein, tu vas avec les Rouges là-bas, tu nous laisses tranquilles. Donc le soldat rouge part et laisse sa femme qui vient d'avoir un fils et qui est enceinte de ce que sera une petite fille. Il part. Un hiver terrible intervient, c'est un hiver qu'on appelle le djout, c'est-à-dire qu'il y a de la glace sous la neige et les troupeaux qui se nourrissent de l'herbe en grattant la neige n'arrivent pas à rejoindre l'herbe et les troupeaux meurent. Vers le mois de janvier-février, on est obligé de chasser les bouches inutiles. Et dans le village, on se tourne vers cette femme et ses 2 enfants. Elle a une petite fille de 3 mois et un petit garçon de 3 ans. Et on lui dit, bon bien écoute, retourne dans ton village là-bas, on ne peut pas te nourrir ici. Et la pauvre femme rassemble ses ballots. Même le petit garçon a un ballot sur le dos. Ils sont couverts de hardes, de chiffons. Ils n'ont pas de chaussures, hein. Donc ils ont les pieds emmitouflés dans des chiffons. Et c'est comme ça qu'ils partent à travers la neige. La journée est belle. Ils progressent ils ont 25 km à franchir. Ils progressent pendant 5 ou 6 heures et ils arrivent à 2 km du village. Et là, ils sont attaqués par des loups. 3 loups qui les attaquent. Et les loups s'attaquent au petit garçon qui est derrière. La femme s'en aperçoit, se retourne et pour chasser les loups, s'arrache sa fille qu'elle jette aux loups. Vous voyez l'horreur. Et ceci s'insère, n'importe quel Kirghize à l'époque aurait fait ça, parce que la tradition veut que ce soit l'héritier mâle, le garçon, qui soit chargé du culte des ancêtres. Et le petit garçon était le seul de la lignée de l'Aksakal qui commandait le village en face, le père du soldat rouge. Hein. Il n'avait pas d'autre héritier que ce petit garçon. C'est lui qui devait maintenir le culte des ancêtres. Et la femme savait que si elle n'avait pas eu son petit garçon avec elle, elle aurait été mal accueillie dans le village. Elle n'aurait pas été acceptée dans le village. Elle est arrivée, et comme elle avait le petit garçon, elle a été acceptée. On l'a soignée parce qu'elle était devenue folle. On a été très tolérant à son égard parce qu'elle était restée dans le cadre de la tradition. Vous voyez, quelquefois on est sévère vis-à-vis de l'islam, mais souvent la responsabilité c'est à la tradition. Voilà. Donc je vais continuer, mais plus rapidement. Voilà donc une photo que j'ai prise du Tadjikistan en Afghanistan, d'un promontoire. Donc vous voyez des femmes sous la burqa, seules les petites filles en rouge n'ont pas la burqa. Et plus loin, nous sommes à 500 mètres de ce promontoire, mais là, en pays tadjik. De part et d'autre du Piandj, le Piandj c'est une rivière à cet endroit qui est une fois plus large que cette pièce, vous voyez. Et les 2 populations, de part et d'autre, ce sont des Pamiris, se fréquentent parce que un trafic de drogue passe par là. Ils se connaissent parfaitement. Ils sont de la même ethnie. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes gènes. Et vous voyez la différence entre les deux. Entre les femmes avec la burqa et ces filles décontractées qui voulaient offrir une fleur à un photographe de notre groupe. Et ça, c'est l'action de l'Union soviétique, vous voyez.
C'est l'action de l'Union soviétique qui a européanisé l'Asie centrale, qui lui a donné une civilisation européenne, une philosophie européenne, parce que le marxisme est une philosophie européenne dans son approche. Ce n'est pas du tout oriental, le marxisme. Donc, voilà ce à quoi est parvenue l'Union soviétique vis-à-vis de l'Asie centrale. Alors, 1979, l'intervention en Afghanistan a eu lieu parce que les Russes ont eu une crainte d'un retour de l'islam en Asie centrale, qui commençait à se dessiner au Tadjikistan. Et j'aborde maintenant le problème de l'islam. Le problème permanent de l'islam, voyons tout d'abord, bien sûr, le problème de la guerre civile, qui nous menace, comme elle a menacé le Tadjikistan. Au Tadjikistan, c'était le parti communiste qui luttait contre le parti révolutionnaire islamique, le PRI. Et ce sont les communistes qui ont gagné, avec Rahmon, l'actuel président du Tadjikistan. Mais les pertes pour ce petit pays de même pas de 4 millions d'habitants à l'époque, les pertes ont été énormes. 100 000 morts et 200 ou 300 000 blessés. Des niveaux de pertes pour une population de 4 millions qui sont du niveau de 14-18, vous voyez. Il y a des charniers partout dans la montagne. Et tout ceci parce qu'il y a eu des enchaînements que j'étudie dans mon livre, et ce sont ces enchaînements qui ont suscité la guerre civile. Et à partir du moment où elle avait commencé, il fallait qu'elle aille à son terme. Et son terme, c'était un véritable éclatement du pays. C'est une très belle carte faite par Julien Torres, le petit-fils de Maurice Torres. Et vous voyez, le pays éclate dans tous les sens. Les gens s'enfuient dans tous les pays autour. Et quelquefois, ils sont revenus. Mais on retrouve maintenant des Tadjiks qui sont au Kazakhstan, vous voyez. Le pays a littéralement éclaté. À cause de cette guerre civile, mais qui est née pour des motifs tout à fait minimes, des réfugiés arméniens qui étaient partis de l'Arménie et que l'on avait logés dans des bâtiments à Dushanbe. Les Russes les avaient logés, donc peut-être une solidarité chrétienne, avait logé ces Arméniens chrétiens dans des bâtiments à Dushanbe. Mais les Tadjiks musulmans ont dit, mais pas question de mettre des chrétiens à notre place, ceci ce sont nos appartements. Et il y a eu toute une succession qui a fait que finalement la guerre civile est née comme ça. Le Kazakhstan, il manque un H dans le nom. Là. Le Kazakhstan est un pays qui est actuellement en succession. Les Khazars disent on ne sait plus très bien quel est le président. Il y a le super président qui a repris du poil de la bête, donc Nazarbayev, qui est un homme très intelligent. Il aurait pu être le président de l'Asie centrale si les grandes puissances comme la Russie ou les États-Unis ne s'étaient pas opposées à son émergence. Il aurait pu être le président de l'Asie centrale, le Jean Monnet de l'Asie centrale. Mais on l'a fait rentrer dans son ornière et il n'est que le président du Kazakhstan. C'est déjà pas mal. Et au Kazakhstan, actuellement, il y a, pour vous donner les actions que peut faire un pays étranger dans ce pays, vous avez des émeutes anti-chinoises qui apparaissent. Parce que vous avez la plus grande partie des ouvriers qui sont au Kazakhstan sont de nationalité chinoise. Et remplacent des Khazars dans le travail.
Et ce qui fait qu'il y a un chômage quand même de Khazars à cause de ces Chinois. Et ceci n'est pas tellement apprécié, et c'est certainement très facile en sous-main, parce que ça, ce n'est pas fait officiellement, pour les Russes d'encourager ces manifestations anti-chinoises pour que le Kazakhstan ne devienne pas une poupée aux mains des Chinois, hein, une marionnette aux mains des Chinois. Il y a donc actuellement des manifestations dont on peut se demander si elles ne sont pas, influencées par voilà, Kazakhstan. L'islam, son grand problème, c'est le chiisme, et c'est l'Iran. Et vous voyez, ce n'est qu'une citadelle au cœur de ces pays fortement sunnites, mais il y a des échappées tout autour de l'Iran, hein, les sorties de la citadelle iranienne, c'est-à-dire que vous avez des chiites au Liban, vous avez des chiites en Turquie, hein, donc les derviches tourneurs, par exemple, dans la ville de Konya. Vous avez des sunnites en Irak, vous avez des chiites en Irak, vous avez les Houthis, qui sont donc les chiites du Yémen. Tout ceci, ça donne la possibilité à l'Iran d'exercer son influence loin de chez lui. Et puis au cœur de l'Afghanistan, vous avez une énorme minorité afghane. Elle est là depuis très longtemps, celle des Hazaras, 9 millions. Les Hazaras sont des descendants des Mongols, qui sont au cœur du Hazarajat, au cœur de l'Afghanistan, et qui sont chiites. Donc, l'Iran chiite a aussi ses atouts, et il y a toute une mobilisation de la part des sunnites pour essayer de contrôler, autant que faire se peut, ce phénomène chiite. Et les chiites, les soufis les chiites sont proches des soufis. Et à propos de la Vierge Marie, il y avait un mouvement soufi qui s'appelait la Myriamiyya, c'est-à-dire le mouvement de Myriam, en faveur de Myriam, pour justement insister sur la personnalité de Marie. Ce qui, du côté des intégristes salafistes et autres, confine le sacrilège. Pourtant, il faut lire la 19e sourate. Hein. La présentation de Marie est très intéressante, complètement différente de la nôtre. Alors, progression extraordinaire de l'islam. En 91, 90 mosquées seulement, 2200 en 2013, pour l'Asie centrale, hein, et 2540 en 2016. Là, non, là je vous donne les chiffres pour le Kyrgyzstan. Excusez-moi. En 91, 90 mosquées, 2200 en 2013, 2540 en 2016. Et actuellement, ça doit tourner autour de 3000. Plus de 4000 mosquées aujourd'hui dans le petit Tadjikistan. Il y a plus de mosquées que d'écoles, disait le ministre de l'Instruction tadjik, à un moment où il s'oubliait. Alors pour ça, il y a un financement. Vous voyez, là ici on est au centre de la Kirghizie. Les Kirghizes sont de tradition nomade et étaient absolument étrangers à l'islam. Mais vraiment absolument étrangers. Et puis voilà maintenant qu'ils adhèrent massivement à l'islam. Alors, la lutte pour imposer le hijab est financée par les pays étrangers, par les Émirats arabes unis et par l'Arabie saoudite. Et même au début, le port du hijab était financé. On touchait quelques dollars pour porter le hijab. Et ça n'était pas négligeable dans un pays en crise.
Alors le président a essayé de réagir. Vous voyez ces immenses panneaux, c'est bien fait. On voit le premier panneau, l'habit kirghize traditionnel avec les letcheks. Et ensuite, on voit l'habit des pèlerines du Hajj. Et ensuite, les femmes revêtues du niqab. Et la flèche, sur la flèche il y a marqué « Mon pauvre peuple, où vas-tu » Mon pauvre peuple, où vas-tu ? Avec cette évolution vestimentaire des femmes kirghizes. Et puis, des rencontres inattendues. Ici, vous êtes sur le marché d'Osh. Osh, c'est la capitale du Sud, au Kirghizistan. C'est une ville extrêmement rigoureuse sur le plan de l'islam. Salafiste quasiment. Mais voici qu'un marchand avait eu ce buste à sa disposition et l'avait disposé devant son magasin. Personne n'avait protesté. Et moi, j'ai attendu qu'une femme se présente habillée à la musulmane, et ça n'a pas manqué. Et puis, là, vous avez une ouzbek. C'était dans les années 90. Cette tenue, dans les années 90, de la part d'une ouzbek, ne suscitait, on est quand même dans l'Ouzbékistan du Nord, mais ça ne suscitait pas de réaction. Aujourd'hui, une ouzbek serait habillée comme cela, ça susciterait des réactions violentes. Des réactions violentes. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Alors voilà l'Ouzbékistan, cette clavette qui est répartie tout du long de l'Asie centrale. Avec Mirzoïev, avec la disparition de Karimov, Mirzoïev veut ouvrir son pays. Il veut ouvrir son pays et notamment il veut le faire participer à l'Union économique eurasienne, qui derrière la Russie regroupe des pays, 5 ou 6 pays de l'ex-Union soviétique et notamment 2 ou 3 de l'Asie centrale. Et le fait que l'Ouzbékistan veuille adhérer à l'UEE, l'Union économique eurasiatique, change tout, parce que l'UEE se met à contrôler 80% de la population, alors qu'avant c'était seulement 40%. L'UEE change de nature, vous voyez, ce qui fait que les Américains sont intervenus immédiatement en disant aux Ouzbeks, si vous rentrez dans l'UEE, on vous refuse dans le FMI. Pression, donc, des Américains exercée sur ces pauvres pays d'Asie centrale. Alors, comme ils ne sont pas regroupés, comme ils ne sont pas solidaires, tant s'en faut, les puissances extérieures peuvent se permettre tout, peuvent se permettre tous les chantages, ça marche. Et je vous signale, pour vous donner le niveau d'isolement de ces pays. J'étais à l'ambassade d'Ouzbékistan il n'y a pas longtemps, en France, et ils m'ont dit que l'Ouzbékistan, quand Karimov est mort, commerçait avec les pays environnants, qui tous sont des pays d'Asie centrale, commerçait au niveau de 17% de son commerce. Avec les voisins, tous les voisins, il y avait 5 voisins, 4, il y avait seulement 17% du commerce. Ça vous donne une idée de l'isolement de chaque pays. Voilà, on est obligé d'aller un peu vite, malheureusement. Alors voilà le bastion afghan dont je vous parlais, avec, vous voyez, ces routes de la soie qui le contournent, cette route qui descend vers le port de Gwadar, qui est donc le port chinois en territoire pakistanais, et de l'autre côté, les Russes qui accèdent enfin à une mer libre, ici, par l'intermédiaire de l'Iran, vont construire à partir de Moscou une voie ferrée qui existe déjà jusqu'au port de Chabahar, ici sur le golfe Persique, vous voyez. Et tout ça, ça passe de part et d'autre de l'Afghanistan. Si les Américains partent,
ils n'ont plus de contrôle sur ce qui se passe. C'est quand même une zone névralgique extrêmement importante, puisque nous sommes à la sortie du golfe Persique, puisque les gazoducs iraniens irriguent le Pakistan ici. Le tapis qui part du Turkménistan traverse l'Afghanistan et arrivera au Pakistan. Tout ça, c'est au futur, hein, il n'existe pas encore, mais il donne le gaz de la région jusqu'à l'Inde et au Pakistan. Vous voyez un peu tout ce qui se rencontre dans ce secteur. Voilà. Et c'est une région très névralgique, avec en plus la présence du Cachemire, ici, au nord du Pakistan, qui n'arrange pas les choses dans les circonstances présentes. En tout cas, les États-Unis ont une dernière estimation du coût de la guerre depuis septembre 2001, 6 400 milliards de dollars. Tout ça, c'est voulu par le complexe militaro-industriel. Si les États-Unis avaient donné cet argent à partir du moment où ils étaient en Afghanistan, l'accueil eût été extraordinaire. Les Afghans auraient eu des hôpitaux, ils auraient eu tout ce qu'ils voulaient. Ils seraient les plus riches actuellement dans la région. Et au lieu de ça, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont eu que la guerre, que des explosifs, que des bombes. Tout ça à cause du complexe militaro-industriel. Alors l'imbroglio afghan, vous voyez un peu le mélange des ethnies, avec donc les Pashtuns en jaune, qui sont répartis sur le Pakistan et l'Afghanistan. Il y a plus de Pashtuns au Pakistan qu'en Afghanistan. Il y a plus de Tadjiks en Afghanistan qu'au Tadjikistan. Il faut le savoir. Et ce sont ces deux ethnies qui dominent la situation en Afghanistan. Et actuellement, pour vous montrer comme l'information est contrôlée, vous avez entendu parler de cette élection présidentielle qui a eu lieu en Afghanistan. On a reporté la divulgation des résultats. C'est soit Ashraf Ghani, soit Abdullah qui va gagner. Mais la propagation, l'annonce des résultats va déclencher une guerre civile. Donc, on met l'omerta littéralement sur les résultats de cette élection. On va voir combien de temps ça va durer. Mais ce qui me paraît très curieux, c'est que nulle part dans la presse on ne voit apparaître de réflexion à ce sujet. Les bases américaines, tout autour de l'Afghanistan, chacune étant un peu spécialisée sur un pays. Vous voyez, au nord, il y a une base face à l'Ouzbékistan. Mais il y a quand même une priorité face au Pakistan. Face au Pakistan qui a eu une politique d'une duplicité extraordinaire. Il fallait vraiment être un oriental pour avoir un niveau de diplomatie d'une duplicité comme là-bas. Les Américains, eux, ils se sont repliés dans leur forteresse. Ici, vous êtes au cœur du Wuhan, où il ne se passe rien, sinon un peu de trafic de drogue. S'il se passait quelque chose, les Américains arriveraient immédiatement en hélicoptère pour occuper la base en question. Voilà quel est leur système dans les bases lointaines. Et voici l'emplacement des talibans. En orange, c'est leur zone de repli, là où ils ont leurs installations, leurs dépôts de munitions, etc. Et en jaune, ce sont les zones d'action. Les zones d'action. Et donc, ils contrôlent à peu près la moitié du pays. Mais vous voyez qu'en blanc, il y a encore, donc, notamment dans le Hazarajat, il y a encore des zones qui ne sont pas contrôlées par les talibans.
Dieu merci. Alors, on a engagé la responsabilité de l'armée américaine dans le trafic de drogue. Vous verrez, j'explique tout ça dans mon bouquin. J'ai quand même des faits concrets qui montrent que les Américains ne sont pas... ce sont quand même souvent des protestants rigoureux, ils ont cette tradition. Et en plus, maintenant, la drogue, qui avant était la cocaïne chez eux, maintenant c'est l'héroïne aussi. Ils ne vont pas favoriser une culture qui abîme très profondément leur jeunesse. Il y a plus de morts par la drogue actuellement aux États-Unis que sur les routes. Donc, exit la drogue, mais en ce moment, ils sont extrêmement durs avec la drogue. Ils bombardent comme ils n'ont jamais bombardé autant. Et Ashraf Ghani disait, si en Afghanistan, on avait commencé par traiter le problème de la drogue, aujourd'hui, la paix serait gagnée. Nous serions en paix en Afghanistan. C'est très dur de lutter contre la drogue. J'avais un camarade polonais qui avait passé toute sa vie à lutter contre la drogue. Et il me disait, lutter contre la drogue, ça revient à faire pipi contre le vent. Vous voyez ce qui peut se passer. Et là, j'en arrive à la fin. Voilà le genre de spectacle. Je vais être très bref. Voilà le genre de spectacle qu'on trouve à Bichkek en ce moment. On peut le trouver à Tashkent, on peut le trouver partout. Vous voyez, un pauvre paysan qui est arrivé à Bichkek avec sa femme, et voilà, auprès des poubelles, comme ils vivent. Alors, j'aime autant vous dire qu'à la période soviétique, on n'aurait pas vu ça. On ne voyait pas ça. J'ai vécu là-bas à l'époque soviétique comme maintenant. Maintenant, on le voit. À l'époque soviétique, on ne l'aurait pas vu. Parce que justement, les soviétiques s'occupaient des pauvres bougres. Ils s'occupaient des pauvres bougres, des pauvres types qui n'ont pas le niveau d'intelligence voulu. Ils avaient prévu un minimum, mais ce minimum existait. Il y avait des dispensaires sommaires, mais ils existaient. Il y avait des médecins qui n'avaient pas beaucoup de médicaments, mais qui savaient comment soigner. Il y avait le minimum. Et avec le capitalisme sauvage, le minimum a disparu. Alors, je ne dis pas que c'est les communistes qui avaient raison, j'ai passé toute ma vie à lutter contre le communisme, je ne vais pas remettre en cause tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais je dois dire que le communisme, l'anticommunisme d'un Solzhenitsyn, ça correspond à la défense de personnages d'un haut niveau. Ça correspond à une bonne moyenne, si vous voulez. La défense mise au point par les adversaires du goulag, ça correspond à la défense des couches élevées de la société, élevées ou moyennes de la société. Par contre, les pauvres bougres sur le terrain sont complètement abandonnés. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Alors, gardons l'humour, et les Kirghizes sont très bons pour ça. Et les Français, on se défend aussi, pour essayer de tourner en dérision ce qui se passe. Et cette femme voilée avec un drapeau américain, je trouve que c'est quand même ça de quoi remonter le moral. Voilà, j'ai terminé, j'étais un peu long, mais... Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.